Et salut à tous, c'est le Souke, on se retrouve pour finir notre cinquième. Donc la dernière fois on avait battu Monarch, fuck ce boss. Alors une dernière chose à Dipsy que j'ai oublié, avec Moonfine vous avez une source d'ultima ici. Donc voilà, mais bon le sulfure reste la meilleure option pour farmer les ultimas. Du coup je vais sortir là, je fais un cut. Voilà. Alors on va enfin créer les armes ultimes de tous les persos parce que se trouve que j'ai récupéré tous les objets sans le vouloir. Donc Malboro Tentacle, Sharp Spike et Energy Crystal. Les Sharp Spikes c'est sur les espèces d'araignées, les Malboro Tentacles sur les Xylomid, les Energy Crystals c'est sur les sulfures. Donc tout ça c'est pour créer Save the Queen, donc l'arme ultime de Kistis. Pour l'arme ultime de Linoa, il y a juste le Force Armlet qui est très dur à avoir. Vous en avez un en battant les DA au CD2, les Regeneering donc c'était les marsupiales, les Windmiles c'est avec la carte Séphir, Energy Crystal toujours les sulfures. Alors l'arme ultime de Selfie, alors donc il faut les adamantines, donc c'est la carte Torux. Les Star Fragments, donc c'est les géants, les Icarisors. Les Curse Spike, vous en avez un peu partout, ces étoiles. Au passage, vous voyez que pour Selfie, la particularité, c'est qu'il donne 255% en précision. Donc avec son arme ultime, Selfie ne loupe jamais les ennemis. Donc ça peut être utile si vous voulez farmer les Pampas pour avoir des AP. Donc voilà, juste retenez ça quoi. Tant qu'on est à faire, je vais farmer quelques Sharp Spike, parce qu'il faut savoir que les Sharp Spike, c'est très bon moyen d'avoir des balles anti-char. En plus, c'est un ennemi courant. Mais voilà, c'était pas eux que je voulais. Au passage, l'espèce d'humain en blanc tout à l'heure peut rapporter le Power Generator qui permet d'apprendre Ray Bomb avec les 6. Mais c'est une chance sur 256. Merci Odin. Non, parce qu'en fait, je veux le piller, je veux pas le tuer. Mais bon, Odin, tu fais chier. Voilà, ça c'est dit. C'est pour ça que je déteste l'aléatoire dans les jeux. Ce genre de conneries, quoi. Bon, on va essayer d'en retrouver un autre. Voilà, ça, c'est un ennemi courant, donc cette espèce d'araignée là au milieu là. On va la piller. Voilà, 8 Sharp Spike. 8 Sharp Spike. Alors un Sharp Spike ça rapporte 10 balles anti-char. Alors oui, c'est vrai que c'est moins rentable qu'un désosseur, le couteau des Tombéry qui rapporte 20 balles anti-char je crois. Sauf que là vous en obtenez 8 d'un coup alors que les Shift King vous devez pas tuer les Tombéry, enfin vous pouvez en avoir qu'un à la fois. Donc ouais, finalement en termes de vitesse c'est plus rapide. Et donc du coup maintenant qu'on a fait les gros quêtes annexes, hein, je vais pas faire les quêtes annexes comme la Cobel ou l'extraterrestre. C'est pas des quêtes annexes très intéressantes. On mettra peut-être dans des vidéos bonus mais franchement c'est pas super intéressant. Je prends l'Inoa pour gagner du temps. Donc on va continuer le scénario. Il faut aller à l'orphelinat de DA de la gauche. Et c'est parti pour un discours, un long dialogue romantique entre Squall et Linoa. En fait, si vous souvenez de l'intro, dans l'intro, on voyait des sous-titres, enfin, des phrases bizarres, qui en gros correspondaient à une promesse. Et en fait, si vous vous souvenez de l'intro, bah, c'est ce que va lui dire Squall, ce que va dire Squall à Linoa ici. En fait, c'était ce dialogue-là. Faut, faut quand même bien avoir une bonne mémoire pour s'en souvenir quand même. Surtout que je crois qu'en plus dans la VF, les phrases de l'intro étaient quand même en anglais, il me semble. Ouais, je crois qu'ils étaient en anglais même en VF. L'intro elle changeait pas, ils avaient pas traduit les phrases de l'intro dans la VF. Du coup, pour faire le rapprochement pour un français, bonne chance. Donc voilà, donc en gros là, ce qui va se passer, c'est que Squall va lui promettre de se retrouver ici s'ils se perdent de vue, ou un truc du genre. Bref, là.
Je serai toujours là pour toi et tout ce genre de trucs. Voilà. Voilà. On remotive Linoa en gros. Pour les armes, pour les armes ultimes, je ferais quand même une vidéo bonus à la fin de ce let's play plus détaillée sur comment avoir chaque objet. En gros, je ferai une vidéo résumée quoi. Et je vous montrerai les alternatives si vous loupez les trucs. Pardon. Voilà, ça c'était les phrases, c'était la phrase que de l'intro. Ouais, donc là en gros, Zell nous dit que ils ont eu un contact radio des stars et qu'ils ont un moyen de buter Ultimcia. Et que le mec qui nous a contacté était Kyros. Tiens, tiens. Bien, donc maintenant vous devinez qu'on va devoir aller à Star. Alors faut savoir par contre pour le scénario du coup en fait comme j'ai fait les quêtes annexes mes persos sont un peu enfin même beaucoup trop forts pour le scénario. C'est-à-dire que j'ai vaincu Monarch donc ce serait bizarre quand même que je galère contre des boss du scénar. Ouais donc en fait les combats qu'on va voir dans cet épisode vous attendez pas à des combats super durs. Enfin, sauf peut-être, ouais, si vous faites comme moi et que vous mettez pas autoprotect, enfin, je vous expliquerai plus tard. De toute façon, généralement, là, le scénario, à part le boss final, donc l'Ultimcia, évidemment. Donc, à part Ultimcia, il y a peut-être un boss dans la citadelle d'Ultimcia. Je parle pas du Minotaur, hein. Le Minotaur, je le ferai pas. Enfin, je vous montrerai peut-être, mais je le ferai pas. Le Minotaur, c'est juste l'abus de ce mode. Euh, Ouais, donc à part un boss dans la citadelle Ultimcia et Ultimcia elle-même, le scénario, normalement, là, il n'y a plus aucune résistance. À ce stade. Faut dire que j'ai une équipe de fin de jeu. Là, comme je le disais, c'est chiant que le vaisseau soit très lent, donc c'est pour ça que j'accélère. Non, nous sommes pas dans cette ville pour farmer cette fois. Moi, j'ai vérifié que j'avais mis une code Tornade. Ça sert à rien de se taper des combats aléatoires. Donc là, on continue tout droit. Honnêtement, la première fois que j'étais dans cette ville, dans ce jeu, je me suis perdu dans la ville. Je me tournais en rond comme un débile. Mais bon, maintenant ça va. Non, ça va, je peux naviguer relativement vite dans cette ville. Bon, après, je ferai pas de speedrun, hein, faut pas exagérer. Donc là, on va aller au palais présidentiel. On va enfin rencontrer le président des stars. Il était temps.
Voilà, on continue tout droit. Et on rentre dans la chambre du président. Et surprise, en fait, le président des stars, c'est Laguna. Et je pense qu'on peut dire que c'est ce que Ward et Kiro sont ses ministres ou conseillers. Faut dire qu'il vaut mieux, hein, vu la mentalité de Laguna. Donc, par contre, je vais skipper du coup un peu la partie scénaristique parce que vous pouvez lui demander comment il est arrivé là, ce qu'il a fait après, etc., etc. Vous pouvez lui demander plein de trucs, mais on va aller droit au but. Donc, en fait, il est arrivé là parce qu'il a pris le contrôle de la résistance d'Adel. Enfin, il est devenu leur leader. Et ils ont vaincu Adel. D'ailleurs, on peut voir la cinématique où il a enfermé Adel et l'a envoyé dans l'espace. Si vous choisissez une des options. Et du coup, après, il est devenu président des stars. Mais tout d'abord, comme d'habitude, faisons une petite partie de cartes. Parce qu'il n'y a rien de plus important que les cartes dans Final Fantasy VIII, évidemment. Avec une save state, évidemment. Parce que je sais pas pourquoi, mais là, la règle random, elle va être partout. Hein. Maintenant, je peux plus m'en débarrasser. Voilà. Tant qu'il n'y a pas la règle plus combinée à la règle random, moi, ça me va. Moi, j'ai jamais compris à quoi ça servait cette règle. J'ai de la chance, il l'a joué direct. Donc c'est la carte Squall que je cherche. Donc voilà. Je crois que c'est aussi une vidéo bonus sur comment avoir les cartes rares. Il y en a certaines que j'ai loupées. Par exemple, j'ai complètement zappé d'aller chercher la carte Linoa. Ouais, là j'ai gagné, je pense. Ouais, c'est bon. Bon, bah, pour une fois qu'on a une carte first try, hein, on va pas se plaindre. La carte Squall, si vous avez la flemme de farmer les triples via les doubles avec Créa Magimax, vous pouvez transformer la carte Squall en 3 trilogies et une trilogie rapporte 100 triples. Voilà, comme ça, Freestar. Ça doit être Freestars en anglais. Mais donc voilà. Bon. Du coup, on va lui parler. Prenez la dernière... non, la première option si vous voulez aller plus vite. Voilà, c'est si vous choisissez What are you doing here, c'est que vous allez voir la cinématique où il a capturé Adel. Donc si vous voulez plus en savoir sur le scénario, je vous conseille de se prendre cette option là. Les autres, je pense pas que c'est intéressant. Voilà, donc je vais passer vite, hein, parce que franchement, c'est beaucoup de blabla. Donc, en gros, là, le but, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 sorcières. Donc il y a Adel et Linoa. Ultimcia, pour revenir dans le passé, enfin donc venir dans notre époque, quoi, elle peut que s'incarner dans une sorcière, quoi. Donc pour l'instant que Adel et Linoa. Donc le but, ça va être de, en gros, contrôler où elle va apparaître. Donc on va aller détruire Adel pour la forcer à aller dans Linoa. Et ensuite, Laguna va demander à Elon de volontairement emmener Ultimcia dans le passé. Et elle va commencer la compression temporelle. Et avec la compression temporelle, on pourra voyager dans le temps. Voilà. Voilà. Sinon, oui, la drogue, c'est une bonne invention. C'est une très bonne invention. Et je crois que Square en fumait beaucoup. Ou à cette époque. Bien. Et on dit que le voyage dans le temps de Final Fantasy XIII-2 est... ouais. Bah, il aura pas fallu attendre Final Fantasy XIII-2 pour avoir un truc bullshit avec du voyage dans le temps. Enfin. Donc voilà. Du coup, pour récupérer Elon et tuer Adel, on va devoir aller attaquer le Lunatic Pandora.
Donc l'espèce de gros building frigorifié qu'il a. Voilà. En gros, c'est ça le plan. Et une fois qu'on est dans... Et on va aller dans le temps grâce à la convention temporelle. Et une fois qu'on est dans le futur, bah on va buter Ultimcia. Voilà, en gros, c'est ça le plan. Bien. Donc... Yes. Alright. Donc allons dans le Ragnarok. Non mais sérieux, pourquoi ils ont renommé ça l'Hydre? Des fois les traductions VF. Ah aussi, truc intéressant. Si vous parlez à Kyros dans le Ragnarok, après ce briefing, enfin je sais plus c'est Kyros ou Ward. Bref, je crois que c'est Kyros parce que Ward il parle pas, je suis bête. Donc si vous parlez à Kyros après cette cinématique là, Kyros dit à Squall, heureusement que tu ne ressembles pas à ton père. Donc voilà, en fait, je pense que c'est une théorie, mais je pense que honnêtement, je pense que celle-là elle est vraie. Une théorie comme quoi, en fait, Laguna c'est le père de Squall. Donc et Rain, donc qui était la femme qui s'occupait d'Elon dans le troisième rêve, et la mère de Squall. Donc c'est la théorie, mais je pense qu'elle est vraie, hein, parce que le Kyros qui dit que heureusement que tu ressembles pas à ton père, je pense pas qu'il le dit par hasard. Bref, donc voilà. Ceux qui sont intéressés par les théories. N'empêche, j'aurais un peu la honte avec Rose si j'ai Squall d'avoir un père comme ça. Bien, alors, du coup, je vais me préparer, voilà, je fais un cut pour la préparation. Faites bien gaffe de sauvegarder, parce qu'une fois dans le Lunatic Pandora, vous pourrez encore en sortir. Par contre, une fois que vous aurez vaincu le boss final du CD3, donc qui est dans le Lunatic Pandora évidemment, une fois que vous aurez battu le boss final du CD3, vous ne pourrez plus sortir du Lunatic Pandora et vous serez obligé de continuer. Et quand vous pourrez revenir sur la map, vous ne pourrez plus revenir dans aucune ville. Donc voilà, si vous avez des choses à faire dans les villes, etc., faites-le maintenant. Aussi, si vous avez peur d'oublier des trucs, bah, faites une sauvegarde avant d'aller dans le Lunatic Pandora, c'est mon conseil. Voilà, donc la petite cinématique badass. Ouais, et quand on traverse des boucliers, bah tu rentres dedans comme un taré, voilà. Canon laser! Moi je le trouve trop stylé ce vaisseau honnêtement. Dommage qu'on l'a pas pour très longtemps le vaisseau. Bien, donc dernière zone du CD3, donc le Lunatic Pandora. Et bien évidemment, quoi de mieux, on va avoir un accueil chaleureux. Parce qu'évidemment, quoi de mieux pour commencer la fin du CD3 qu'un boss. Oui, donc là je mets 100% d'immunité à la mort. J'allais oublier de le faire. De toute façon, une fois que vous pouvez le faire, je conseille de le faire tout de suite. Hein. Vraiment. Dans ce mode, la mort, ils ont un peu exagéré dessus. Hein. Là, du coup, là, je vais mettre les Théor, voilà. Là, j'aurai besoin de créer quelques sortes d'F pour Irvine. Quelques sortes vie pour Kistis, parce que pour avoir 100%, comme je le disais, il faut avoir 100 exemplaires de chaque sort. C'est un peu abusé, hein, vraiment.
Voilà, donc là, de la vie pour Kistis. En plus, c'est chiant parce que là, pour ressusciter, vous avez que les objets, quoi. Ça va surtout être handicapant durant le boss final, mais bon, ça vous verrez plus tard. Donc voilà nos vieux potes Fujin et Raijin. Bon, je vous rassure, ils vont même pas être l'ombre de la difficulté qu'ils avaient au CD2. Parce que maintenant, on peut faire des limit break plus efficaces. Donc on est plus efficace, on est plus fort aussi. Ok, donc... Je commence par des Fire Armor pour endommager les deux. Fujin, donc c'est comme la dernière fois en fait. Fujin est faible contre les attaques physiques, mais très résistante contre les attaques magiques. Et Raijin, lui, bah, c'est l'inverse. Il est faible contre les attaques magiques, mais fort contre les attaques physiques. Mais bon, on va utiliser quand même des attaques physiques parce que ça va plus vite. Je ne sais pas si Raijin a sa mécanique comme dans le CD2 où il refuse d'attaquer les personnages féminins. Voilà aussi pourquoi vous êtes 100% limité à def, parce que maintenant Fujin est à def, donc voilà. Alors juste un peu faire gaffe quand même Raijin parce qu'il va vite. Voilà. Par contre Fujin ça va aller vite. De toute façon c'est... Ouais, de toute façon Fujin ça va aller très vite pour la lutter. Hein. C'est pas une bonne idée d'être vulnérable aux attaques physiques dans Final Fantasy VIII. Bon là je me suis fait troller par Raijin. Hein. Je crois qu'il a sa mécanique de pas attaquer les filles parce qu'il attaque que les mecs. Je me suis fait troller par Raijin parce qu'en fait comme il a une grosse défense, le seul perso qui peut lui faire des bons dégâts c'est Irvine avec les balles anti-char. Bien esquivé Irvine. Il a pris des leçons de Piccolo, c'est bien. Je ne sais plus les HP, je crois que Raijin il a un truc du genre 80 000 HP et Fujin un peu moins. J'avoue que je ne sais plus les HP. J'avais scanné dans la première partie mais j'ai oublié de le faire ici. Donc... Voilà. Mais globalement là ça va être la technique pour la plupart des boss. Hein. C'est avoir Squall et Irvine en état critique, Kistis qui est en tank, slash soutien, et voilà, donc Squall et Irvine pardon, qui bourrinent avec leur limit break et Kistis qui fait le soutien. Donc, ça va être la technique pour tous les boss du scénar quasiment. Si vous êtes prévenus. Du moins jusqu'à ce qu'on arrive au dernier donjon, parce que le dernier donjon va être un peu forcé de faire de varier un peu. Quelques STR+, je vais donner quelques... C'est pas suffisant pour que ce soit vraiment gros différent, mais bon. C'est toujours ça de gagner, quoi. Bon, du coup, on va remettre une counter-noun. On va pas se faire chier avec les combats aléatoires. Donc, ouais, bon, on connaît cet endroit, hein, on y a déjà été dans le CD3. Enfin, au début du CD3. Au début, moitié plutôt. Donc, on va speeder. Vous pouvez parler à Big The Wedge là, mais ça fait rien, donc ça sert à rien. Voilà. Au passage, si vous n'avez pas récupéré les objets lors de votre visite au CD3, vous pouvez toujours les récupérer maintenant. Donc voilà, mais bon là on va rusher jusqu'au boss.
toute façon on n'a rien de mieux à faire. Au passage là, une source de sidéral. Bon, ça m'étonnerait que vous n'en ayez pas encore. Surtout si vous avez fait la technique du farmage de sulfure. Puisqu'on peut lui voler des moonstones, donc... Voilà. Bref, vous voulez prendre cet ascenseur là. Et on continue. J'aime bien la musique du Lunatic Pandora au passage. Puis elle est assez unique dans ce jeu. Il n'y en a pas vraiment d'autres musiques qui ont ce style là. En fait d'ailleurs oui, je révise ce que j'ai dit en fait. J'ai dit que Monarch c'était le monstre le plus rapide du jeu. Je retire en fait. Après vérification, il s'avère que les alignators du vaisseau sont plus rapides que lui en réalité. S'ils ont le même niveau, ils sont plus rapides que lui. C'est fun fact, je savais pas du tout. Je crois que genre dans le jeu de base, niveau 40, parce qu'ils peuvent pas dépasser le niveau 40 les alignators. Niveau 40, si vous comparez les deux, niveau 40, bah les plus rapides c'est les alignators d'au moins 10 ou 20 points je crois. Donc fun fact, je savais pas du tout. Voilà. Donc là, un boss pathétique. Alors par contre, faut le tuer vite. Ce boss, faut le tuer vite parce qu'en fait, il est scripté. Il va faire, je crois, une attaque normale. Ensuite, il va séparer ses deux pods. On va pas avoir le temps de voir ses attaques parce que j'ai envie de le tuer vite. Donc oui, ce que je disais. Donc voilà. Voilà, donc il va faire une attaque normale comme ça. Ensuite, il va faire, il va séparer ses pods. Désolé parce qu'en fait il y a deux trucs là, il y a deux styles. Donc les probes, pardon. Il va séparer ses probes, il va faire une attaque qui réduit vos HP à 1 de tous vos persos. Mais surtout, après il va faire, étuve. L'étuve du Minotaur qui fait 9998 de dégâts fixes. Donc non, on veut pas que ça arrive, donc faut le tuer le plus vite possible avant que ça arrive. Enfin non, il va attaquer 2 ou 3 fois je crois avant de passer dans sa phase... Oui, c'est rare de le double laser c'était une contre-attaque, il n'y avait aucun moyen de l'éviter. Et bon, voilà, là je crois qu'il est déjà mort là. Ouais, j'ai été vite parce que franchement j'ai pas envie de me prendre une étuve dans la face. Ouais, je sais pas pourquoi cette attaque a été traduite étuve en VF. Parce que en VA elle s'appelle Medigo Flame, donc flamme de Medigo. Avant que ça aurait été plus classe quand même. Bon par contre c'est un peu con que malgré le nom c'est pas une attaque de feu. Ça aurait été utile que ce soit une attaque élémentaire. Moi ça aurait déjà rendu le Minotaur faisable au moins. Je pense. Il faut encore passer le Terra Break. Bref. Alors donc voilà, là on est bon. Soigner tout le monde. Enfin soigner Kistis. Mettez auto-protect sur Kistis parce que je me suis fait avoir par le boss suivant. Le boss suivant, la première fois que j'ai joué, je me suis fait avoir parce qu'en fait là, on veut pas être protégé contre des attaques magiques, on va être immunisé pour on va être protégé contre les attaques physiques pour une fois. Bon bah comme je pense que vous l'avez compris en voyant ce type. Hein. Donc oui, notre prochain boss c'est encore Mr. Cypher Motherfucker. Alors, donc voilà. Bon alors du coup Raijin et Fujin ont enfin ouvert les yeux et se sont rendus compte que Cypher était devenu un connard. Il était temps. Mais bon, je reste quand même déçu qu'on ait aucun combat contre les trois en même temps. Ça aurait été drôle, ça aurait été fun, je trouve. D'ailleurs, j'ai entendu dire... Enfin, pour ceux qui connaissent un peu les hacks et tout ça, il y a un hack de Final Fantasy VII qui s'appelle New Threat. C'est un hack sympa parce qu'il ajoute de nouveaux trucs, de nouveaux combats. Il rend des combats beaucoup plus cool. Genre par exemple, durant l'endroit où vous êtes censé affronter Jenova pour la dernière fois, vous allez affronter toutes les formes de Jenova en même temps. Et j'ai entendu dire, j'ai pas trouvé, mais j'ai entendu dire qu'il y avait quelqu'un qui avait pour projet de faire un hack similaire pour Final Fantasy VIII. Alors par contre c'est que sur PC, hein, parce que évidemment sur PC il y a plus d'options.
Mais il y a quelqu'un qui avait un hack similaire pour faire ça sur Final Fantasy VIII. J'espère honnêtement, si c'est vrai, que ce modeur va penser à faire un combat contre Fujin, Raijin et Cypher en même temps, parce que je trouve que ce serait fun honnêtement. Mais bref, pour l'instant restons sur ce hack là. Cypher qui est toujours dans ses délires, hein. Ça change pas. Mais bon, de toute façon c'est la dernière fois qu'on va le voir, donc on va l'affronter en tout cas. Là c'est vraiment un Seymour-like, hein, comme on dirait pour Final Fantasy X. De toute façon dans tous les Final Fantasy du 7 au 10, il y a toujours eu un boss comme ça qui apparaît, que t'affrontes 4 fois au cours du jeu. Non, même dans le 6, il y en a un. Même dans le 5 en fait. En fait, il y en a un dans tous. Non, c'est à partir du 5, c'est Gilgamesh qui a commencé cette mode. Du boss qui revient 4 fois durant le jeu. Non, parce que dans Final Fantasy 5, donc c'est Gilgamesh. Dans Final Fantasy, attends, passage, le seul moment badass de Cypher. Voilà. Alors là, quand même, j'avoue, badass. Bravo. Bravo Cypher, t'es le seul mec de toute la série Final Fantasy qui a réussi à retourner le Zantetsu Kendodin contre lui. Bravo là, franchement. Franchement, j'avoue, c'était classe. Pour une fois que tu fais un truc classe. Bref, oui, donc je disais, il y a toujours un boss comme ça dans Final Fantasy qui revient 4 fois. Dans Final Fantasy 5, c'est Gilgamesh. Dans Final Fantasy 6, c'est Ultros. Et dans Final Fantasy 7, c'est Genova. Et dans Final Fantasy 8, c'est Cypher. Dans Final Fantasy 9, c'est Beatrix. Ou Beat, ça dépend à quelle version vous jouez. Et dans Final Fantasy 10, c'est Seymour. Je sais pas pourquoi, ils ont lancé cette mode. Ouais, donc il a Meteor 2. Mais Meteor 2, c'est pas le problème. Alors par contre, je suis étonné parce que j'ai eu vachement de chance par rapport à ma première partie de ce mode. Parce qu'en fait, son attaque la plus puissante, c'est une attaque physique qui s'appelle Bloodfest. Et la première fois que j'ai fait ce mode, quand je suis arrivé à ce boss, il a pas arrêté de la spammer. Et c'était chiant, mais là, pour une raison que j'ignore, comme je voulais vous la montrer, cette attaque, j'ai délibérément attendu avant de l'achever pour qu'il la fasse. C'est incroyable. J'en ai marre de me faire troller. Sinon, il a 99 000 HP, je crois, un truc du genre. De toute façon, je vais scanner avant. Mais voilà, il est plus dangereux niveau attaque physique. Et la première fois, en fait, que j'ai fait ce mode, je me suis fait surprendre. Et j'avais pas prévu d'avoir une attaque qui fasse 8000 de dégâts sans protect. Donc du coup, je me suis fait surprendre et je me suis fait tuer. Voilà, ah oui, au passage, j'ai oublié de le dire, mais si vous jouez à la version de base, Cypher est le seul monstre du jeu que vous pouvez... Enfin, le seul ennemi du jeu que vous pouvez voler des auras. Donc voilà. Une bonne petite source d'aura. Bref. Là, c'est là que j'ai commencé à attendre. M'en faut, j'ai auto-potion, bitch. Non, je m'étais fait buter la première fois parce qu'en fait, Kisti tombait en dessous de 7000 HP. Enfin, 6000, 7000 HP et il avait fait son Bloodfest qui faisait 8000 de dégâts. Comme d'hab, faible au poison, mais aucun moyen de l'exploiter. Donc ouais, 99 000 HP. Presque 100 000. Ils auraient pu lui mettre 100 000, franchement, tant qu'à faire. Allez, lance ton attaque, Cypher. Voilà. Cette attaque-là. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon, pour la première partie, il a spammé. Alors, par contre, en vrai, j'aime bien cette attaque. Elle est stylée. Voilà. Ça fait quand même mal, hein. Je peux pas lui retirer ça, ça fait quand même mal, cette attaque. Donc là, si vous n'avez pas auto-protect avec ici, cette attaque peut être un problème.
Allez, on va le finir. Bon, on va pas vraiment le finir en fait, c'est pas nous qui le finissons. Faut savoir aussi, j'ai jamais essayé en fait d'arriver ici sans Odin. Je sais pas du tout ce que ça fait si on n'a pas Odin. Mais si on a Odin, donc à la fin du combat, on a Gilgamesh qui arrive. Donc voilà, Gilgamesh. Hein, oui, le Gilgamesh de Final Fantasy V. Donc on a Gilgamesh qui arrive. Alors par contre, je sais pas comment fonctionne exactement Gilgamesh. Je sais quand vous arrivez à 0 HP pour Cypher, il apparaît. Mais ça m'est déjà arrivé qu'il apparaisse alors que je l'avais pas attaqué, juste après une attaque de Cypher, donc c'est-à-dire que Cypher était pas encore mort, donc je sais pas exactement comment il apparaît, c'est quoi qui trigger son apparition. Je sais pas du tout ce qui se passe si vous arrivez ici sans Odin. Je suppose que toute la partie avec Gilgamesh ne se déroule pas et que ça reste un combat normal, mais... j'ai jamais essayé. Et là, par contre, Gilgamesh fonctionne comme Odin, sauf qu'il peut apparaître n'importe quand, contrairement à Odin qui lui apparaît au début. Et aussi Gilgamesh peut apparaître contre les boss, contrairement à Odin. Parce que Gilgamesh en fait il a 4 attaques potentielles. Donc le Zantetsuken comme Odin, et Excalibur qui fait un dégât, Excalibur qui fait une attaque, et Masamune qui est son attaque la plus puissante. Au passage, on déteste Masamune pour le prochain boss, mais on en parlera plus tard. Donc voilà, donc Cypher a capturé Linois. Qu'est-ce que tu foutais là, Linois? Pourquoi t'es pas resté dans le vaisseau, espèce de cruche? Donc il a capturé Linois et il a l'intention de la faire fusionner avec Adèle. Cliffhanger. Le C3 se termine en cliffhanger. Un peu pourri comme fin pour un CD quand même. Mais donc bref, voilà. Donc soyez sûr de sauvegarder sur un autre safe spot. Hein. Que voilà. Si vous foirez, bah... voilà. Bon bah du coup, voilà, on a fini le disque 3. Bah, la prochaine fois, on attaquera le CD3. CD4. Allez, salut!